Tunisie, l'instance Vérité et Dignité a fini son rapport. Elle appelle à réformer les institutions marquées par la corruption et la répression. Élection présidentielle aux Comores, Azali Assoumani a été réélu au premier tour de scrutin. Puis présence de militaires russes au Venezuela, Juan Guaido dénonce une violation de la Constitution. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle page de l'information sur Sika TV. Bienvenue à chacun et à tous. L'instance Vérité et Dignité IVD, chargée de tirer les leçons des dictatures en Tunisie, a publié ce mardi son rapport final. Dans le document, elle a appelé à réformer les institutions marquées par la corruption et la répression et demandé que le chef de l'État tunisien présente des excuses aux victimes. Voici les détails. Nouvelle étape dans le processus de justice transitionnelle en Tunisie. Après de multiples reports et des pressions politiques, l'instance Vérité et Dignité a publié son rapport final. Dans le document remis à un collectif de la société civile, elle a appelé notamment à des réformes afin de démanteler un système de corruption, de répression et de dictature au sein des institutions de l'État, afin de s'assurer qu'il n'y ait pas de reproduction des violations des droits humains. Elle a également demandé que le chef de l'État présente des excuses aux victimes des exactions commises par les pouvoirs tunisiens entre 1955 et 2013 et dont elle est censée faire le recensement. Elle réclame aussi un renforcement de l'indépendance des magistrats et des tribunaux administratifs, ainsi qu'une protection légale pour les témoins et victimes dans les cas de corruption. Elle suggère par ailleurs la création d'une instance de contrôle de la police indépendante des forces de sécurité et d'une agence de renseignement dépendant directement du président de la République, soumise à un contrôle parlementaire. Ceci permettra de prévenir les dérives des services sécuritaires et leur implication dans la protection de systèmes corrompus et dans des violations graves. Chargée de tirer les leçons des dictatures en Tunisie, l'instance a été mise en place en 2014 dans le sillage de la chute de Ben Ali en 2011. Elle a achevé son mandat fin 2018. Aux Comores, la CENI a annoncé ce mardi soir les résultats provisoires de l'élection présidentielle. Ceux-ci donnent vainqueur le sortant Azali Assoumani. Il a été réélu président dès le premier tour. Les images. Au pouvoir depuis 2016, le colonel Azali Assoumani a écrasé son principal adversaire, Mahamoudou Ahamada, du parti Youva, arrivé en deuxième position avec 14,62% de suffrages, selon les chiffres communiqués ce mardi par le président de la commission électorale, Djaza Ahmed Mohamed. Le chef de l'État comorien sortant, Azali Assoumani, l'a ainsi emporté sans surprise dès le premier tour de la présidentielle avec 60,77% des suffrages. L'opposant Mohamedou Ahmada a immédiatement rejeté les résultats, dénonçant un coup d'État militaire à travers une élection présidentielle. Il a appelé la communauté internationale à ne jamais reconnaître la réélection d'Azali Assoumani, entachée selon lui de nombreuses fraudes. L'opposition et la société civile comorienne ont dressé un bilan accablant du scrutin de dimanche, dénonçant des bureaux saccagés, des urnes bourrées ou confisquées par la gendarmerie et des assesseurs de l'opposition empêchés de faire leur travail. La Commission électorale nationale ne donne que des résultats provisoires. Il appartient ensuite à la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de les promulguer définitivement. Avant même l'annonce des résultats, les 12 adversaires du chef de l'État sortant avaient déjà prévenu qu'ils le considéraient comme nul et non avenu. Et après avoir été réélu à la tête des Comores, Azali Assoumani a remercié le peuple comorien pour sa confiance renouvelée en sa personne. On l'écoute. C'est vrai, il y a eu des couacs, mais on s'estime heureux parce que ça aurait pu être plus grave. Donc maintenant, on se félicite, on remercie Dieu et le peuple comorien. Mais comme j'ai dit aux autres, le plus facile a été fait. Maintenant, c'est le plus difficile. C'est la construction du pays. Et c'est là où j'ai besoin de tout le monde pour être ensemble et aller de l'avant.
Au Bénin, le parti USL rompt le silence au sujet des rumeurs faisant désormais de lui une formation politique de la mouvance. Pour le porte-parole du parti USL, reste une formation politique de l'opposition et entend jouer à fond sa participation. Donc, Lama Balo, pour plus de précisions, on l'écoute. L'Union sociale libérale n'a plus besoin aujourd'hui de revendiquer son appartenance à l'opposition. Tout le monde a compris que c'est une intoxication. Pour dire vrai, l'Union sociale libérale est l'opposition, puisque dire que nous nous sommes désolidarisés de l'opposition, c'est dire des contre-vérités. Nous sommes l'opposition. Nous avons été créés en tant que parti d'opposition depuis le congrès constitutif de l'Union sociale libérale. Donc nous ne pouvons pas nous désolidariser de quelque chose que nous représentons nous-mêmes. Alors c'est très clair et nous tenons à rassurer nos militants pour leur dire que l'Union sociale libérale est l'opposition. Il y a plusieurs prises de parole, plusieurs positions qui étaient prises au nom de l'Union sociale libérale sans forcément des concertations. C'est peut-être ça qui fait réagir les uns les autres parce que nous avons décidé désormais d'être face à la presse chaque fois que besoin se fera sentir pour dire notre position sur l'actualité nationale. Nous sommes un parti d'opposition, nous sommes un parti avec une vision et une idéologie claire, nous défendons notre idéologie et nous nous associons à toutes les actions de l'opposition tant que ces actions sont décidées, concertées et conduites par l'opposition entière. Nous travaillons dans ce sens depuis notre création et nous continuerons de travailler dans ce sens pour que notre pays enfin soit libéré. En Algérie, le chef d'état-major de l'armée a demandé que soit engagée la procédure prévue par l'article 102 de la Constitution afin de déclarer le président Abdelaziz Bouteflika inapte. Selon la loi, la dite procédure intervient quand le président de la République, pour cause de maladie grave et durable, se trouve dans l'impossibilité totale d'exercer ses fonctions. Reportage. Affaibli depuis 2013 par les séquelles d'un AVC, le président Abdelaziz Bouteflika, âgé de 82 ans, est confronté depuis plus d'un mois à une contestation sans précédent depuis son arrivée à la tête de l'État en 1999. Mardi, le chef d'état-major de l'armée algérienne, qui est monté au créneau au plus fort de cette contestation massive, a demandé que soit engagée la procédure prévue par l'article 102 de la Constitution. Cet article prévoit que le Parlement, sur proposition du Conseil constitutionnel réuni de plein droit, déclare à la majorité des 2/3 l'état d'empêchement lorsque le président de la République, pour cause de maladie grave et durable, se trouve dans l'impossibilité totale d'exercer ses fonctions. Dans un discours diffusé à la télévision nationale, le général Ahmed Gaïd Salah, un fidèle de Bouteflika, a estimé qu'il devient nécessaire, voire impératif, d'adopter une solution pour sortir de la crise qui répond aux revendications légitimes du peuple algérien et qui garantit le respect des dispositions de la Constitution. L'article 102 de la Constitution algérienne prévoit également la procédure à suivre en cas de démission du président de la République. Le président de la Chambre haute du Parlement prend l'intérim pendant 45 jours. Si l'empêchement se poursuit à l'issue de ce délai, il est déclaré la vacance du pouvoir. L'intérim se poursuit durant 90 jours maximum, période durant laquelle une présidentielle est organisée. En Centrafrique, 3 importants chefs rebelles ont été nommés conseillers spéciaux militaires à la primature. Le décret présidentiel de nomination a été rendu public lundi. Les nouveaux conseillers seront chargés auprès du Premier ministre de la mise en place des unités spéciales mixtes prévues par le dernier accord de paix de Khartoum signé le 6 février à Bangui. Selon un décret présidentiel rendu public lundi, Ali Darassa, chef de l'Unité pour la paix en Centrafrique UPC, Mahamat Al-Khatim, chef du Mouvement patriotique pour la Centrafrique MPC, et Bissidi Suleiman, alias Sidiki, chef du groupe armé Retour Réclamation Réconciliation 3R, ont été nommés conseillers spéciaux militaires à la primature. Le décret précise que les conseillers spéciaux ont rang de prérogatives de ministres délégués. Ces 3 importants chefs rebelles en Centrafrique seront chargés auprès du Premier ministre Firmin Gribada de la mise en place des unités spéciales mixtes prévues par le dernier accord de paix de Khartoum, signé le 6 février dernier à Bangui.
Ces unités seront composées de membres de forces armées centrafricaines et de groupes armés qui contrôlent 80% du territoire centrafricain. Vendredi dernier, le président Faustin-Archange Touadéra avait déjà désigné un nouveau gouvernement qui accordait davantage de portefeuilles aux groupes armés signataires de l'accord de Khartoum, sans toutefois leur confier de ministères régaliens. L'accord de Khartoum, signé le 6 février, soutenu par tous les partenaires de Bangui et préparé depuis 2017 par l'Union africaine, est le 8e signé depuis le début de la crise en Centrafrique en mars 2013. Il faut dire qu'aucun des précédents accords n'a abouti à un retour de la stabilité. Au Tchad, le gouvernement a décidé de créer une force de sécurité mixte dans la province du Tibesti, dans le nord du pays. Objectif, sécuriser la frontière avec la Libye, zone désertique où opèrent trafiquants, orpailleurs illégaux et rebelles. En déplacement dans la région du Tibesti, dans le nord du pays, pour sécuriser la frontière avec la Libye, le ministre tchadien de la Sécurité publique, Mahamat Abali Salah, a installé lundi une force de sécurité mixte qui sera composée de gendarmes, de policiers et de militaires de l'armée tchadienne. Impliquée dans la lutte contre le trafic de drogue, cette force doit également permettre le désarmement de la région, la sécurisation de la frontière et la traque contre les bandits et des terroristes. Le nord du Tchad, frontalier du Soudan, de la Libye et du Niger, est une région volatile du Sahel, désertique, peu habitée et difficile à contrôler. Plusieurs groupes rebelles tchadiens ont établi leur base dans le sud libyen voisin, d'où ils mènent des incursions en territoire tchadien. Rappelons que fin janvier dernier, des rebelles tchadiens étaient entrés depuis la Libye dans le nord-est du Tchad. Des frappes françaises avaient stoppé leur avancée, suscitant de nombreuses critiques en France et au Tchad. Il faut dire que le centre de commandement de cette nouvelle force mixte est basé à Kouri-Bougoudi, une zone aurifère située dans le nord-ouest du Tchad. Puis au Venezuela, le chef de file de l'opposition Juan Guaidó, soutenu par une cinquantaine de pays dont les États-Unis, a estimé ce mardi que la présence de militaires russes dans le pays était une violation de la constitution vénézuélienne. Voici les précisions. Dans la grave crise économique et politique qu'il traverse, le Venezuela est soutenu par la Russie et la Chine, les principaux créanciers du gouvernement de Nicolás Maduro. Ainsi, dans le cadre de la coopération technique et militaire entre le Venezuela et la Russie, 2 avions russes transportant une centaine de militaires et 35 tonnes de matériel sont arrivés à Caracas, ce qui est loin de plaire au chef de file de l'opposition vénézuélienne soutenu par une cinquantaine de pays, dont les États-Unis. Juan Guaidó a estimé ce mardi que la présence de militaires russes au Venezuela était une violation de la Constitution. Il semble que le gouvernement de Nicolás Maduro n'ait pas confiance en ses propres militaires car il les fait venir de l'étranger. Il viole à nouveau la Constitution, a déclaré Juan Guaidó devant le Parlement, seul organe contrôlé par l'opposition. Par ailleurs, l'arrivée de militaires russes au Venezuela a donné lieu à une passe d'armes ce lundi entre Washington et Moscou. Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a prévenu son homologue russe Sergei Lavrov que les États-Unis ne resteraient pas les bras croisés si la Russie continuait d'exacerber les tensions au Venezuela. Sergei Lavrov a rétorqué en accusant les États-Unis de tenter d'organiser un coup d'État pour renverser le président vénézuélien Nicolás Maduro. Un peu plus tôt ce mardi, le ministère des Affaires étrangères russe a souligné que l'envoi de ces militaires avait été fait dans le cadre de la loi vénézuélienne. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain.